Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Émission dans laquelle je vais être un peu provocant. Pourquoi est-ce que je vais être provocant? Parce que je vais m'attaquer à un monstre des finances personnelles et notamment sur les réseaux sociaux. Et ce monstre, c'est ce qu'on appelle le DCA sur ETF. Alors, DCA, c'est tout simplement pour dire qu'on met la même somme tous les mois, qu'on investit la même somme tous les mois. Et sur ETF, si vous avez regardé ma dernière émission, vous le savez, ce sont donc des fonds, principalement des fonds indiciels. Et ça, c'est pas remis en cause. Tout le monde dit de manière très sûre, en fait, voilà, si vous investissez pendant 40 ans, tous les mois, par exemple 300 €, vous allez à 8%, un taux de rendement de 8%, vous allez avoir, et là c'est juste un exemple, 932 000 €. La petite astuce, c'est que personne ne fait ça, personne ne prend les chiffres que j'ai pris, parce qu'ils veulent tous trouver à la fin un chiffre au-dessus du million. Donc soit ils vont vous dire 45 ans, 300 € à 8%, soit au lieu de 8%, ils vont mettre 9%, soit au lieu de 300 € par mois, ils vont mettre 350, peu importe. À la fin, ils arrivent tous au fait que voilà, en mettant de l'argent tous les mois, vous arrivez un peu avant votre retraite avec 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes calculs qui tournent. Alors, je tiens à signaler que j'ai rien contre toutes les personnes qui font ce type de calcul. Moi aussi, pour vous expliquer les intérêts composés, dans le passé, j'avais fait ce type de calcul. Mais c'est vrai que ça fleurit à un point où, sur LinkedIn, par exemple, des conseillers en gestion de patrimoine, des influenceurs, etc., j'ai vu passer, je pense, ce type de calcul, aller à peu près 20 fois sur les 6 derniers mois. Et parmi les 20 personnes, il y en a plein que je salue, qui sont des amis, etc. C'est pas une critique. Ce qui me gêne dans ces calculs, c'est qu'on fait croire à tous les jeunes de 20 ans qui pourront passer une retraite tranquille avec ces petits montants qu'on met tous les mois. Déjà, la première chose qui est oubliée, mais ce n'est pas du tout le thème de la vidéo, c'est l'inflation. L'inflation qui a un impact énorme sur la valeur de ce, on va dire globalement, million dans 40 ou 45 ans. Si l'inflation est la même que les 40 dernières années, alors ce montant, quel qu'il soit, dans 40 ans, vaudra à peu près 3 fois moins aujourd'hui. C'est-à-dire que si quelqu'un vous vend un montant d'1,5 million pour votre retraite, à 60 ans, peu importe, dites-vous qu'il faut à peu près diviser par 3, c'est-à-dire que ce 1,5 million va vous donner le pouvoir d'achat de 500 000 € aujourd'hui. Donc ça, c'est si l'inflation est la même que ces dernières années. Mais c'est même pas ça. Le problème, c'est même pas ça dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler, c'est qu'en fait, avoir ce type de discours, ça signifie avoir des hypothèses très très fortes. Mais je pense que les gens qui font les calculs n'ont même pas conscience qu'ils sont en train de faire ce type d'hypothèse ou que ça leur passe un peu au-dessus. Et évidemment, l'hypothèse, il y a deux hypothèses très fortes. La première dont je vais parler aujourd'hui, une autre dans la prochaine vidéo, je pense. La première hypothèse, c'est que le monde continue de tourner de la même manière. Parce que les calculs qui utilisent donc des chiffres de 7%, 8%, 9%, etc., la plupart du temps utilisent des données historiques. Et on utilise tous les mêmes données historiques. En gros, les données, elles vont soit partir à peu près des années 1870, c'est les données de Robert Shiller, le prix Nobel américain, soit on utilise des données à partir de 1900, qui sont les données de Crédit Suisse, soit on va utiliser des données à peu près de 1926, qui sont des données de Standard & Poor's. Mais globalement, si vous voulez remonter dans le temps, de manière pour vraiment avoir une étude costaud sur une grosse centaine d'années, tout le monde va démarrer à peu près au début du XXe siècle. Et donc l'hypothèse de base, qui est sous-jacente à ces calculs, c'est le fait qu'on va avoir ces rendements-là dans le futur. Donc ça va être un copier-coller de la période passée, et donc les 100 prochaines années vont ressembler aux 100 dernières. Mais en fait, les 100 dernières années, elles ont eu des tendances qui étaient vraiment, et c'est ça que je vais développer aujourd'hui, des tendances qui étaient vraiment pas neutres dans le monde par rapport à l'histoire, si vous voulez, si on remonte sur 200 ans ou 1000 ans. La première tendance, vous la connaissez très bien parce qu'on en parle énormément, c'est sur l'énergie. On sait qu'on a eu au cours des 100 dernières années accès à une énergie extrêmement abondante et extrêmement peu chère. Ça, c'est le premier point qui est beaucoup discuté, mais voilà, ça, vous êtes bien au courant. Et le deuxième point, c'est sur la démographie. On a eu, pendant ces 100 dernières années, des statistiques démographiques qui étaient non seulement du jamais vu dans le passé, mais qui vont aussi complètement changer dans le futur. Donc, puisque tous ces chiffres sont censés en fait utiliser des données du passé. Alors déjà, les plus prudents, vous savez, ont mis en petites lettres les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ça c'est pour se protéger, mais n'empêche que c'est quand même ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils prennent une moyenne des rendements passés pour les appliquer sur le futur. L'erreur qu'ils font, je le disais, c'est de ne pas enlever l'inflation. Si on raisonne net d'inflation, vous allez voir que tout d'un coup ça calme un petit peu. Donc si on raisonne net d'inflation, le rendement des actions mondiales depuis 1900, c'est 5%. Voilà, c'est facile, c'est tout rond, c'est 5% net d'inflation par an, mais il y a quand même de belles disparités. On est à 3,4% net d'inflation pour les actions françaises et on est à 6,38%
net d'inflation pour les actions américaines. Dans cette vidéo, je suis vraiment en train de parler du long terme. Vous avez compris, je critique les gens qui sont en train de parler à des jeunes de 20-25 ans pour leur dire « Ouais, fais ça, tu mets dans les ETF, tu fermes les yeux et tu verras, quand tu te réveilleras à 60 ans, ce sera magnifique. » Voire même pour les plus agressifs, tu pourras être fire, tu pourras prendre ta retraite à 40 ans, 45 ans grâce à ta petite épargne que tu as mis tous les mois sur des ETF. Moi, ce que je critique, c'est vraiment cet aspect long terme. Parce que extrapoler des données financières, statistiques, qu'on a depuis 120 ans, les extrapoler sur les 10 prochaines années, pourquoi pas? Mais ce qui me gêne, c'est les extrapoler sur les 40 prochaines sans se poser la question, comme je le disais, de ce qui s'est passé pendant les 120 dernières années et qui était exceptionnel. Parce que c'est là où je veux revenir à ça. Il s'est vraiment passé pendant ces 120 dernières années des choses exceptionnelles. La première, et ça vous êtes bien au courant, comme je vous le disais déjà, c'est ce côté d'énergie abondante. La manière dont ça s'est passé, c'est très simple. Jusqu'en 1850, l'être humain a utilisé comme principale source d'énergie le bois. Puis il a utilisé le charbon, donc avec de l'énergie beaucoup plus concentrée, beaucoup plus transportable, etc. Mais voilà, c'était pas non plus une transformation énorme. Ce qui a vraiment été énorme, c'est l'arrivée du pétrole, donc au début du XXe siècle, puis du gaz. Et non seulement ces trois sources d'énergie, donc charbon, pétrole, gaz, se sont avérées dégager d'énormes quantités de CO2, ça à nouveau on est bien au courant, on en parle tout le temps, et ça a détraqué le climat, mais aussi ces trois sources d'énergie ne sont pas inépuisables, et on sait que, alors il y a débat sur les dates, mais n'empêche qu'à un moment, ça reste des ressources limitées, donc voilà, on va arriver au bout du pétrole, du gaz, ou en tout cas ce sera beaucoup plus cher pour le sortir, pour le forer, voilà, je cherchais le terme. Or, les nouveaux modes de production d'énergie, donc les nouveaux modes décarbonés, donc le nucléaire qui n'est pas renouvelable mais qui est décarboné, ou bien l'éolien, l'hydro, le solaire, etc., ne produisent aujourd'hui qu'une toute petite partie de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le monde actuel. Alors je vais peut-être vous décevoir, mais sur cet aspect de transition énergétique, je ne vais pas rentrer vraiment dans des détails techniques et je ne vais pas approfondir le sujet. Pourquoi? Parce que c'est un sujet majeur, donc j'essaye de l'approfondir, j'écoute les spécialistes, les experts, etc. Mais le problème que j'ai aujourd'hui, peut-être que vous avez le même, c'est que je vais entendre quelqu'un qui va me dire par exemple que le solaire, l'éolien, etc., c'est vraiment pas efficace, efficient, avec débat sur la différence efficace et efficient, etc. Bon bref, l'éolien et le solaire, c'est à jeter à la poubelle, il faut tout mettre dans le nucléaire. Et puis je vais entendre quelqu'un d'autre qui va m'affirmer que non, en fait, le solaire, l'éolien, c'est utile pour telle et telle raison, etc. Donc j'ai pris un peu de recul face à ça et je me suis dit non, je ne vais pas penser à la technologie, je vais essayer d'imaginer vraiment en prenant beaucoup de recul l'impact que peut avoir cette transition énergétique sur l'économie. Et la manière dont je vois les choses, c'est qu'en fait, on a un problème, on va devoir résoudre ce problème, et pour résoudre ce problème, on va devoir investir massivement dans la transition énergétique. Et dans ce défi majeur, on va avoir besoin des entreprises et de toutes les ressources disponibles. Alors je ne parle pas ici de ressources uniquement en matière première. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir besoin d'argent, de recherche, d'innovation, de construction, etc. pour transitionner des énergies très carbonées à des énergies bas carbone ou zéro carbone. Et pour vous donner des exemples, je pense qu'il va falloir par exemple sortir de l'argent non productif qui dort sur des comptes d'épargne pour financer cette transition. Pour du très très concret, ça veut dire qu'en fait, vous ou vos amis ou vos parents, etc., vont être obligés à un moment de sortir de l'argent du livret A pour refaire l'isolation du logement, pour changer la voiture, pour installer des panneaux solaires, etc. Et même chose pour les entreprises qui vont devoir se relever les manches, travailler dur, investir beaucoup d'argent, potentiellement s'endetter pour investir, etc., pour évoluer vers une économie beaucoup moins carbonée. Et quand je réfléchis, alors à nouveau c'est très très haut niveau, hein, mais quand je réfléchis à tout ça, je me dis que c'est pas forcément mauvais pour l'économie, au contraire, la comparaison peut choquer, mais ça me fait penser à l'économie de guerre, en bien moins dramatique heureusement, c'est-à-dire quand on détourne une partie de l'économie, plus ou moins grosse, pour participer à un effort commun. Donc soit pendant vraiment la période de guerre, c'est pour fournir de l'armement, soit après les guerres, pour reconstruire. Et ces périodes, et notamment les périodes d'après-guerre, on l'a bien vu après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des périodes qui demandent beaucoup d'efforts de reconstruction, mais qui sont aussi très bonnes pour l'économie. Donc mon raisonnement, on est bien d'accord, hein, c'est du niveau discussion de comptoir. Donc mon raisonnement, c'est que la transition énergétique, je ne dis pas pour après, je parle de cette période de transition, hein, il va vraiment falloir bosser et investir et réfléchir, etc., pour faire cette transition d'une énergie à une autre. Cette partie-là, pour moi, elle n'est pas forcément mauvaise pour l'économie parce que quand j'entends les mots investir, produire, consommer, tout ça, c'est plutôt les
des caractéristiques d'une économie en forme. Après, tout le monde ne sera pas gagnant. Il y aura des gros gagnants, des gros perdants. C'est là aussi où on peut se dire, est-ce que les ETF, c'est le meilleur outil? Mais en tout cas, il y aura des gros gagnants, gros perdants, un peu à la manière de la destruction créatrice de Schumpeter. Mais le point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, parce que, je vous le dis, la transition énergétique, on ne sait pas trop, positif, négatif, neutre, c'est compliqué à savoir sur la croissance. Un point qui ne fait pas de doute, c'est la démographie. Et pourtant, vous remarquerez, parce que si vous êtes, si vous m'écoutez, si vous me regardez, c'est que vous écoutez du contenu, vous lisez du contenu de finance, etc., vous remarquerez que personne ne parle de démographie, ou très peu, un article par-ci par-là. Mais en fait, la démographie, c'est clairement la première raison de croissance d'une économie ou de décroissance d'une économie. Mais c'est vrai que dans le passé, on a surtout vu une démographie croissante. Et pourquoi est-ce qu'on en parle aussi peu? C'est parce que c'est une tendance qui est très longue, qui a énormément d'inertie. C'est-à-dire qu'on parle de changements qui auront lieu dans des décennies. Et c'est pour ça que je suis vraiment sur ce problème très spécifique on explique à un jeune de 20 ans la manière d'investir pour qu'il puisse partir à la retraite en 2060. Or, pour investir jusqu'en 2060, il faut prendre en compte la démographie, il faut prendre en compte la transition énergétique. On n'est pas dans un investissement à 5 ans ou même 10 ans, il faut prendre vraiment ces tendances majeures et ces tendances, elles peuvent avoir un impact qui est vraiment énorme. Je vais parler ici principalement de bourse, mais on peut parler aussi d'immobilier. C'est évident qu'une baisse de la population va avoir un impact sur l'immobilier. C'est un exemple, mais évidemment en bourse, etc. Donc, sujet majeur, la démographie. Alors pour parler chiffres, c'est plus simple. En 1950, le nombre d'enfants par femme était en moyenne de 5. Alors vous avez bien entendu, en 1950, la moyenne mondiale était à 5 enfants par femme. Ça inclut l'Europe, ça inclut les États-Unis, etc. C'est pas juste des pays qui avaient à l'époque énormément d'enfants. Moyenne mondiale à 5. On est aujourd'hui à moins de 2,5 enfants par femme et on se dirige petit à petit vers 2 enfants par femme et dans le futur, on sera en dessous. Sachant que le taux de remplacement, il est un peu au-dessus de 2 parce qu'il faut tenir compte de la mortalité infantile, etc. Et donc là, vous pouvez vous poser la question, qui est très logique, mais pourquoi est-ce qu'on a une population qui augmente et qui augmente relativement fortement encore aujourd'hui, alors qu'on a un taux de fertilité qui nous ferait dire, comme ça en regardant, que ça devrait se calmer et qu'on devrait approcher du pic? C'est tout simplement parce que le nombre de femmes en âge de procréer est, lui, encore en hausse, même s'il ralentit. Donc les femmes font moins d'enfants en moyenne, enfin les couples font moins d'enfants en moyenne, mais il y a plus de femmes qui font des enfants. Vous me suivez un peu? Donc voilà, comme il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette tranche de, on va dire, 20-30 ans, 20-40 ans, donc même si la fertilité diminue, il y a toujours énormément, fertilité, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, vous m'avez compris, le nombre d'enfants par femme, même si ça diminue, c'est pas grave, il y a encore beaucoup plus d'enfants. Mais c'est ce qui explique que la baisse démographique est enclenchée depuis très longtemps, mais qu'elle met aussi très longtemps à se voir. C'est comme une fusée à 2 étages. En fait, le premier étage, si vous voulez, c'est qu'on a arrêté, il y a moins d'enfants, mais ça met beaucoup de temps à se voir parce qu'il faut le temps, comme on avait une grosse démographie avant, il faut le temps que les jeunes mamans aient des enfants et ensuite ne soient plus en âge de procréer et que ce soit la petite génération, la petite cohorte qui arrive après, qui soit en âge de procréer pour que vraiment sur la population mondiale, on se dise « Ah oui, là clairement, il y a un coup de frein ». Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est quand on regarde le taux de croissance de la population sur une période plus longue. Par exemple, depuis 1700. On s'aperçoit que on a eu une bulle démographique, c'est-à-dire une explosion de la croissance démographique de 1945 à, ça va bientôt se terminer, on est sur la fin, on va dire à 2030. Et les scénarios des Nations Unies nous disent que la population mondiale devrait baisser à partir de 2086. Et 2086, c'est pas dans si longtemps finalement. Et la diminution, ça dépend des scénarios, mais elle pourrait arriver dès 2070. Mais bon, 2070, 2080, ça paraît très lointain. Mais le fait que la population augmente, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi? Parce que la composition va énormément changer, et ça bien avant 2070. Ce dont on parle, c'est le vieillissement de la population, ça vous le savez. Les chiffres sont toujours intéressants à garder en tête. En 1981, l'âge médian dans le monde, c'était 21 ans. C'est fou, on avait un monde qui était très très jeune en 81. En 2023, on a pris 10 ans. Donc en 40 ans, la population mondiale a une médiane qui a pris 10 ans, on est à 31 ans environ, et en 2060, on aura une médiane qui sera à 38 ans. Donc de 1981 à 2060, on est passé de 21 ans d'âge médian à 38 ans. Et une population qui vieillit, alors oui, ça a certains aspects qui sont positifs pour une partie de l'économie, la santé, etc. Mais ça veut dire aussi que c'est moins de travail, c'est moins d'investissement, etc. Donc ça a des impacts assez lourds. Un autre point important, c'est que la démographie dépend beaucoup des régions. Et là, je vais vous poser une question
qui m'a fait bizarre, moi, quand j'ai lu la réponse en préparant cette émission. Est-ce que vous savez quand la population va commencer à décroître en Europe? Parce que là, on est d'accord, je vous ai parlé de chiffres assez lointains. Donc, en Europe, à partir de quand la population va décroître? Selon les données Eurostat, la population va décroître en 2026. En 2026, dans 3 ans. Tout d'un coup, croissance économique, démographie, etc., sur l'Europe, l'immobilier européen, etc., ça commence à parler un petit peu et on se dit, ok, là peut-être qu'investir à l'aveugle dans des ETF pour les 40 prochaines années, c'est peut-être pas le top. Donc l'Europe étant le plus vieux continent, c'est là où la population va diminuer en premier, ensuite ce sera les États-Unis, mais ce qui fait que la population mondiale ne baisse pas encore, c'est grâce à l'Inde, grâce aux pays africains. Alors je vais faire une constatation un peu bizarre, mais à nouveau je reste dans le monde économiste, je mets une casquette d'économiste ici, et on essaye d'estimer la croissance future. À population constante, si on a 10 millions d'Européens de moins et 10 millions d'Africains de plus, ce n'est pas du tout la même production et consommation, tout simplement parce que les pays africains sont moins développés, donc l'éducation est moins bonne, les infrastructures sont moins bonnes, etc. Donc à population constante, si vous voulez, ces changements, que ce soit des changements d'âge ou bien des changements géographiques, ça aura un impact sur le PIB et, selon moi, un impact à la baisse sur le PIB. Donc voilà où j'en suis de mes réflexions sur le très long terme. Et moi, je suis à un âge où, honnêtement, voilà, j'ai une vue à 10, 15, 20 ans, ça me stresse pas trop, etc. Et je veux pas non plus vous stresser. Mais ce que je veux, c'est vous forcer à réfléchir et arrêter de répéter comme des perroquets qu'il faut absolument faire du DCA sur ETF. Surtout que j'ai l'impression que les gens qui disent ça sont les plus jeunes. C'est-à-dire que les plus jeunes, c'est vraiment ceux qui disent voilà, vous mettez sur des ETF et vous réfléchissez plus et tous les mois et pendant 40 ans on y va et c'est parti. Non, je pense que, et si vous regardez ces émissions ou si vous écoutez ces émissions, c'est que vous aimez réfléchir, vous aimez vous poser des questions et même si vous investissez en ETF, je pense que vous serez assez au courant, assez flexible, etc. pour potentiellement changer votre fusil d'épaule si vous apercevez que ce n'est pas le meilleur moyen d'investissement. Mais c'est pour ça que je trouve que même pour ceux qui sont investis en ETF, il faut quand même avoir une vue un peu stock picking ou bien choisir ses secteurs, etc. C'est-à-dire se dire ces tendances-là, vous savez, un ETF, il ne les voit pas. Un ETF, il prend des pondérations égales aux capitalisations boursières actuelles. Sauf que ces tendances-là, la transition énergétique et la démographie, on peut pas, c'est des paquebots, on ne peut pas les bouger. Vous donnez un coup de volant maintenant, vous le verrez dans 40 ans. Donc c'est des choses qui sont immuables à moyen terme. Donc il faut tenir compte de la transition énergétique ou de la démographie dans vos réflexions à très long terme. Vous pouvez ne pas en tenir compte sur 5 ans ou 10 ans. Et encore, pour la partie transition énergétique, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas de gros changements avant. Mais voilà, ce n'est pas un plaidoyer contre les ETF, c'est un plaidoyer sur le fait qu'on ne peut pas tout le temps dire le futur, enfin le passé va se repasser, si vous voulez, que le futur, le meilleur moyen de comprendre le futur, c'est de regarder le passé. Je fais ça, je suis le premier à faire ça, on est bien d'accord, mais ça n'empêche pas de réfléchir et de se dire, voilà les tendances passées qui vont continuer, et voilà les tendances passées qui vont s'arrêter. Et sur l'énergie et la démographie, je pense vous avoir montré qu'on est vraiment à un stade de cassure, en fait. Sur la transition énergétique, tout le monde est au courant. Sur la démographie, j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes qui en parlent, à part potentiellement Elon Musk qui essaye de repeupler le monde à lui tout seul. Voilà pour mon petit plaidoyer en faveur du stock picking ou en tout cas de l'utilisation éclairée des ETF. La deuxième hypothèse qui est sous-entendu en fait quand on dit investissez dans les ETF, les performances passées vont se répliquer dans le futur, c'est le fait que investir dans des ETF, si tout le monde investit dans des ETF, ça ne va pas changer le marché boursier. Or, c'est pas le cas. C'est un peu comme si, je sais pas, je vais à la piscine, je suis tout seul à la piscine et je suis super bien, je me détends et tout, c'est très cool. Il y a 2-3 mamies en même temps que moi qui sont en train de se baigner, je suis tranquille. Et je dis ça à tout le monde. Et au bout de 1 an, 2 ans, tout le monde dit waouh, le meilleur moyen pour se relaxer, c'est d'aller à la piscine. Et tout d'un coup, on se retrouve tous à la piscine et tout le monde a une expérience pourrie parce que tout le monde voulait chercher du calme et maintenant tout le monde est dans les lignes d'eau à se pousser, machin et tout, l'eau est sale, etc. Avec les ETF, c'est une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que on voit un monde. On étudie un monde sans ETF, donc on étudie des performances sans ETF, on étudie des cracks sans ETF, etc. Et on se dit, maintenant tout le monde saute dans les ETF et ça n'aura pas d'impact pour le futur. Je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse-là non plus, et c'est ça qu'on va voir en vidéo.
Voilà pour aujourd'hui, enfin vidéo ou podcast, bien sûr si vous m'écoutez en podcast. Pour la promotion est toujours valide sur les abonnements Zone Bourse, donc n'hésitez pas à voir en dessous de cette vidéo ou podcast. Podcast c'est un peu plus compliqué en général, mais allez chercher le lien. Il faut bien aller cliquer sur ce lien-là, vous savez, pour profiter de la promotion. Si vous passez par le site directement, vous ne l'aurez pas. Donc voilà, faites-le. C'est principalement pour les nouveaux, enfin surtout pour les nouveaux abonnés, bien sûr. Merci encore de votre fidélité. N'oubliez pas de noter le podcast, idéalement 5 étoiles, ce serait super. Et puis de mettre un like ou de vous abonner pour la partie YouTube. C'est toujours bon pour le référencement. Voilà, merci à tous et à bientôt.